Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette troisième masterclass Urban Sports Club. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Vanessa Bejai Haddad, qui est une nutritionniste professionnelle, qui va vous parler un petit peu de l'alimentation, de comment trouver son propre équilibre alimentaire. Voilà, donc merci d'être venue. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Jules, merci de me recevoir. Bah, Je suis avec ravie. grand plaisir. Avec grand plaisir. On avait à cœur de traiter ce sujet dont les questions reviennent souvent quand on voit l'été arriver, par rapport à notre alimentation, comment on veut manger, comment bien manger, et en même temps, on veut se faire plaisir en mangeant. Donc voilà, donc c'est à peu près, c'est un peu tout ce qu'on va aborder ce soir. N'hésitez pas en tout cas tout au long de la masterclass à nous poser vos questions dans le chat et on pourra et à interagir avec nous. Bien sûr, on est là pour ça. Vanessa sera là pour répondre à toutes vos questions. Et en attendant, je vais vous présenter un petit peu le concept donc Urban Sports Club. Donc Urban Sports Club, c'est quoi? C'est un abonnement sportif flexible, sans engagement, qui recense plus de 10 000 salles de sport en Europe et avec lequel vous pouvez pratiquer plus de 50 sports et 50 disciplines. En fait, il n'y a pas que du sport, mais par exemple, le lundi, vous pouvez aller faire votre séance de renforcement ou de cross-training en salle quand vous êtes bien motivé. Le mercredi, aller faire un cours de yoga dans la salle qui est à côté de votre travail entre midi et 2 ou même après le travail, peu importe. On fait son programme, en fait. Chacun fait son programme. Et le dimanche, après le brunch, dans une petite sophrologie ou même un massage, c'est possible. Voilà, parce qu'on a un abonnement très large, très flexible, avec du sport d'un côté, du bien-être et des massages de l'autre côté. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que justement en ce moment, vous pouvez faire un essai gratuit de 14 jours pour vous faire votre propre idée, pour vous faire mettre même votre propre programme. Donc voilà, vous avez accès au site internet Urban Sports Club ou même à l'application mobile sur smartphone et Android, enfin Android et Apple, bien sûr. Et voilà, je vous laisserai faire votre propre idée. En tout cas, si vous avez des questions pendant toute cette masterclass, n'hésitez pas. Et je vais laisser Vanessa se présenter un petit peu et dire qui elle est et pourquoi elle est là ce soir. Alors, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire. L'idée de ce genre de masterclass, c'est aussi de pouvoir, aussi et surtout de pouvoir interagir. J'ai plein de choses à vous expliquer, plein de choses à vous apprendre, mais je suis surtout là pour répondre à vos questions. Donc, profitez-en, on a le temps. Donc n'hésitez pas sur la petite chatbox à poser vos questions à mesure que je vous expliquerai différentes choses. Donc, je suis diététicienne nutritionniste à Paris, je suis dans le deuxième. Mon activité principale, ce sont les consultations. Donc, je consulte tous les jours de la semaine, ce qui ne me laisse pas beaucoup de temps pour le reste, mais pourtant, j'aime bien intervenir dans des entreprises pour faire des formations sur des masterclass aussi comme ça régulièrement. J'ai écrit plusieurs livres, donc deux livres de recettes, un livre sur le sucre, le sevrage du sucre, ainsi un livre sur la digestion, donc des sujets d'actualité. J'interviens régulièrement pour certains médias, donc à la télé, à la radio et dans certains magazines. Voilà. Et je suis ravie d'être là ce soir, donc pour parler d'équilibre alimentaire et pour répondre à toutes vos questions. Bah, c'est nous qui sommes ravis, Vanessa. Encore merci d'être là avec nous ce soir. Pour commencer du coup cette masterclass, on va commencer par un petit sondage pour se mettre dans le bain. N'hésitez pas à répondre dans le chat par oui ou par non. Est-ce que personnellement, vous pensez avoir une alimentation qui soit équilibrée? Ah, je vois qu'il y a une petite coquille. Une alimentation équilibrée au quotidien. Donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je pense que Lara interagira. Vanessa, tu nous commenceras par nous expliquer d'abord les fondamentaux de ce qu'est une alimentation équilibrée, puis ensuite on approfondira au fur et à mesure que la discussion Important. avancera. C'est important de se poser cette question-là parce que je trouve que de plus en plus avec les réseaux, avec Internet, avec les réseaux sociaux, les gens ont accès à plein d'informations, souvent contradictoires, et ils sont souvent un petit peu perdus. Et c'est la première chose qu'ils viennent me dire quand ils me consultent au cabinet, c'est finalement, je ne sais plus ce qu'il faut manger, je ne sais même pas ce que ça veut dire que d'avoir une alimentation équilibrée. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. Et donc, je pense que c'est important en fait de redéfinir ce que c'est que l'équilibre alimentaire. Alors, manger équilibré,
sur le plan physiologique, c'est apporter en fait à son corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Physiologiquement, on a besoin d'énergie, on a besoin de ce qu'on appelle des nutriments, donc les protéines, les lipides, les glucides, de micronutriments, les vitamines, les minéraux, de fibres, d'eau. Mais manger, c'est pas seulement satisfaire ces besoins-là physiologiques du corps, mais c'est aussi le plaisir, la convivialité, et ça, c'est important. Moi, je suis ce qu'on appelle une diététicienne holistique, c'est-à-dire que je prends en considération le bien-être global des gens qui me consultent. Et je pense que c'est important d'avoir cette notion-là en tête. Donc, se sentir bien dans son corps, avoir une alimentation équilibrée pour être bien dans son corps, ça passe par la satisfaction des besoins, donc en énergie, etc., mais aussi de se faire plaisir, d'être entouré. Et ça, c'est aussi très, très important. Oui, et d'autant plus, en plus que les aliments qui nous font plaisir et qu'on dit parfois dans le quotidien qui ne sont pas forcément bons pour la santé, ils ne font pas plaisir et plaisir moral pour rien. C'est aussi dû à certains nutriments qui sont présents dans les aliments. Tu nous en Ouais. diras un petit peu plus. Mais tout d'abord, de quoi notre corps a besoin, et que ce soit physiquement ou mentalement? Alors, c'est important cette notion de besoin parce que décider de ce qu'on va manger, c'est décider de ce qui va permettre de satisfaire les besoins. Donc, on a des besoins, je disais tout à l'heure, en énergie, donc en termes de calories. Le corps, tous les jours, il dépense des calories pour fonctionner. Donc, on doit apporter de l'énergie sous forme de calories pour que le corps puisse fonctionner de manière optimale. Ensuite, on a besoin de ce qu'on appelle des nutriments ou des macronutriments. Donc ça, c'est très à la mode sur les réseaux de parler de macros. Alors, ça paraît comme ça un truc dingue. En fait, les macros, c'est juste les protéines, les lipides, les glucides. Les macronutriments versus les micronutriments qui sont les vitamines et les minéraux. Est-ce que vous savez, est-ce que tu sais, Jules, pourquoi on parle de macro et de micronutriments? Eh bien, Pourquoi écoute, macro et pourquoi micro? macro et micro en nutrition, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux bien que tu me l'expliques. Alors, macro, donc ça veut dire grand, micro, ça veut dire petit. Et en fait, en nutrition, souvent les gens pensent que ça fait référence à la taille de la molécule. En fait, ça fait référence aux besoins du corps. On a besoin d'un apport en protéines, en lipides et en glucides en termes de grammes, qui se mesurent en termes de grammes. On va avoir besoin de tant de grammes de glucides par jour, tant de grammes de protéines, alors que les minéraux, les vitamines, donc les micronutriments, on en a besoin de toutes petites quantités. Et ce qui est important de comprendre, c'est que chacun de ces éléments-là a vraiment des rôles bien spécifiques. Donc, c'est pour ça, alors je m'avance un peu sur le reste de la masterclass, mais c'est aussi pour ça que moi, je trouve ça dommage de mettre en place des régimes qui sont des régimes d'exclusion, où on va retirer de l'alimentation certains aliments. Ça veut dire souvent retirer de l'alimentation certains nutriments ou certaines vitamines, et le risque, c'est d'avoir des carences. Donc, des régime Justement, alimentaire, mais pas régime alimentaire au sens restriction, genre routine alimentaire, où on va manger que des lipides ou que des protéines ou que des glucides, on comprend bien que ça ne peut pas être viable, en tout cas sur le long terme, parce que le corps a besoin de tout ça. ouais, Et justement, on évoquera. Oui. nos cellules, elles sont composées de protéines, de lipides, de glucides et de vitamines. Donc, elles ont besoin d'un apport. Les enfants, ils ont besoin d'apport parce qu'ils se construisent. Les adultes, on a besoin d'apports réguliers de ces éléments-là parce qu'on se renouvelle en permanence. Et justement, pourquoi on a besoin de ces apports et qu'est-ce que ça nous apporte plus, on va dire, plus globalement, qu'est-ce Alors, que nous apportent ces nutriments, ces vitamines et alors déjà, vraiment de l'énergie. En fait, ces différentes molécules, elles sont brûlées dans le corps comme du bois dans la cheminée. Ça produit de la chaleur et c'est cette chaleur-là que le corps utilise pour réfléchir, pour faire bouger les muscles. Donc, on a vraiment besoin, indépendamment des aliments qu'on mange, d'une quantité d'énergie chacun pour que le corps fonctionne, de l'essence pour faire marcher la machine. Et après, si on zoome un petit peu et qu'on regarde dans le détail, on va avoir aussi besoin, par exemple, de protéines, parce que les protéines, c'est les molécules qui rentrent dans la composition des muscles. On va avoir, et pas que, les protéines, les hormones sont des protéines, certaines molécules qui participent à l'élasticité de la peau sont des protéines. Donc, ces molécules-là, elles ont plein de rôles différents dans le corps.
Les glucides, c'est des molécules qui apportent principalement de l'énergie, notamment au cerveau. Donc, on dit que les cellules du cerveau, elles sont glucodépendantes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de sucre pour travailler de manière optimale. Et puis après, on a les lipides, les matières grasses. On en a besoin parce que c'est des molécules qui ont aussi des rôles dans l'organisme bien particuliers, au niveau du cerveau, par exemple, etc. Et puis les vitamines et les minéraux, bah, c'est pareil. Toutes les vitamines ont un rôle bien spécifique. La vitamine C qui va être antioxydante, la vitamine D qui va fixer le calcium sur les os, et les minéraux, bah, le fer qui permet de véhiculer l'air dans le sang, le calcium qui permet d'avoir des os solides. Donc vraiment, chacun de ces petits éléments, indépendamment, est super important. Sauf qu'on ne mange pas des vitamines, des minéraux, des protéines, on mange des aliments. Et ça, les gens, ils ont souvent tendance à confondre, en fait. Donc, ils me disent, ah ben, est-ce que c'est grave si je mange un repas dans lequel il n'y a pas, j'ai pas mis mes protéines. Donc, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne mange pas des protéines. On mange des aliments, on mange des féculents. Donc, c'est ce que vous avez sur la slide, là. Différents aliments qu'on a regroupés dans des groupes d'aliments et on les a regroupés dans ces groupes en fonction de ce qu'ils apportent principalement. Donc, par exemple, on a fait un groupe, il y a des années, d'ailleurs, ça a un peu évolué depuis, je vous en parle après. Donc, on a fait un groupe des féculents, des légumes secs, qui sont des aliments qui vont vous apporter principalement des sucres lents, des glucides complexes, de l'énergie. Par exemple, quels aliments Les pâtes, le riz, donc les céréales, en fait. les aliments Les à base de pâtes, le céréales. riz, pommes de terre, le pain, les lentilles, etc. Ils ne se valent pas tous dans la catégorie, mais ils ont cette caractéristique d'apporter principalement de l'amidon qui est un sucre lent. Ensuite, on a les fruits et les légumes frais, les végétaux, qui ont comme point commun d'apporter 95% de flotte, c'est quasiment que de l'eau, un tout petit peu de protéines, pour certains un tout petit peu de glucides, mais très peu, et surtout des vitamines, des minéraux et de la vitamine C. Il y a de la vitamine C que dans les fruits et dans les légumes. La viande, le poisson, les œufs vont apporter principalement des protéines et aussi des matières grasses, d'accord, du fer, voilà. Après, il n'y a pas des protéines que dans la viande, le poisson, les œufs, hein. Il y en a dans d'autres aliments. Les produits laitiers, c'est tout ce qui va apporter principalement du calcium, donc du lait, du fromage, ok. Mais dans les produits laitiers, on parle de produits laitiers d'origine animale. Les matières grasses, donc les matières grasses, c'est les lipides, donc c'est l'huile, c'est le beurre, la margarine, mais aussi les olives, les amandes, l'avocat. Tout ça, pour nous, c'est considéré comme des matières grasses. Et les produits sucrés, bah, c'est tout ce qui va apporter principalement des sucres d'assimilation rapide. Donc les bonbons, les gâteaux, la confiture, etc. OK? Donc, Exactement. Et par exemple, pour les aliments qu'on a l'habitude de dire comme protéinés, mais qui ne sont pas d'origine animale, c'est des trucs, enfin, des aliments dont on parle de plus en plus souvent, genre le tofu, le soja. ouais. Est-ce que, comme ça a une dominante protéinée et qu'on classe ces aliments en 6 groupes pour assurer nos besoins en énergie, est-ce qu'on les classe plus dans les fruits et légumes, dans les viandes, poissons, œufs? Alors, Comment ces 6 groupes sont un peu reformés ces derniers ouais, temps? c'est une question vachement intéressante. Ils sont très restrictifs, en fait, ces groupes. C'est un peu old school. Après, on peut catégoriser les aliments sur le plan botanique, sur le plan culinaire et sur le plan nutritionnel. Exemple, la tomate, sur le plan botanique, c'est un fruit. D'accord? Parce qu'elle pousse dans un arbre. Sur le plan nutritionnel, c'est un légume parce qu'elle apporte quasiment pas de sucre, contrairement aux fruits. Elle ne rentre pas dans la définition des fruits. Tu vois? Et donc ça, c'est intéressant de l'entendre. Le tofu, c'est du soja. Le soja, c'est un légume sec. Donc ça rentre dans la catégorie des féculents. Mais un féculent qui va être particulièrement riche en protéines. C'est pour ça que je te disais que dans une même catégorie, on ne peut pas mettre tous les aliments sur le même piédestal. Le quinoa, c'est un féculent, mais qui va apporter beaucoup plus de protéines que les pâtes, par exemple. Mais ça reste un féculent sur le plan nutritionnel. D'accord. Après, ce que j'ai mis sur cette slide-là, c'est les anciennes recommandations qui sont qui ont été revues ces dernières années et qui sont plus vraiment d'actualité. Et donc, je pense que c'est intéressant d'entendre aussi que l'alimentation, comme
comme toute science, évolue et a évolué. On a des connaissances actuellement qu'on n'avait pas il y a 10 ans, qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et c'est important de remettre ces connaissances en question. Et que donc, parce qu'on parlait tout à l'heure de besoins du corps, les besoins, on les connaît, mais les apports peuvent être différents. Les besoins peuvent évoluer aussi d'ailleurs, hein, mais on a conscience maintenant. Comment? Finalement, la notion d'équilibre alimentaire a vachement évolué. Ouais, parce qu'il y a des notions qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, là, si on parle de la première ligne et des sucres, avant, on avait la notion genre de sucre lent, de sucre rapide. On disait il y a certains aliments, les féculents, qui sont des sucres lents parce qu'ils contiennent une molécule qui est longue, donc d'assimilation longue. Et puis, les fruits, le jus, les bonbons, ça contient des sucres rapides parce que c'est des toutes petites molécules qui sont assimilées vachement rapidement. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça et que ça fait par exemple référence à la notion d'index glycémique qui correspond à la vitesse de passage du sucre dans le sang. Donc avant… Qu'est-ce que ça change finalement, ça? Ça change plein de choses. Ça change l'apport, la vitesse en fait à laquelle le sucre va passer dans le sang. Ça va faire c'est comme si on disait que l'énergie va passer progressivement dans le sang. Donc, si tu manges, par exemple, un morceau de pain blanc, avant, on aurait dit c'est des féculents, ça va te donner de l'énergie pendant plusieurs heures. Et en fait, on se rend compte maintenant que le sucre, l'amidon du pain blanc, il n'est pas du tout assimilé progressivement pendant plusieurs heures, mais il est assimilé super rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus de sucre lent et de sucre rapide. On dit qu'il y a des molécules, les féculents, qui contiennent des glucides complexes, mais que parmi ces aliments qui contiennent des glucides complexes, ils n'ont pas tous le même index glycémique, c'est-à-dire que le sucre qu'ils contiennent ne va pas passer à la même vitesse dans le sang. Donc, ils ne sont pas tous aussi bons pour la santé. Parce que l'idée, ça va être par exemple de privilégier, tu m'arrêtes si ce n'est pas clair, la consommation d'aliments qui vont avoir un index glycémique plutôt faible pour que tu aies, quand tu les manges, un apport d'énergie continu pendant plusieurs heures après le repas, pour ne pas avoir un coup de barre 1 heure après ou 2 heures après. Est-ce que cet index glycémique-là, il ne serait pas justement lié à la transformation du produit? Par exemple, à quantité égale, si on mange un bonbon sucré et qu'on mange, je sais pas, un fruit très sucré comme la banane, à quantité égale, pourquoi c'est moins bien de manger un bonbon dans ce cas-là? Alors, c'est 2 choses différentes. Oui, l'index glycémique, je vais ouvrir 2 secondes ma fenêtre, il fait 45 degrés dans mon cabinet. J'arrive. Hop, ça vous a fait comme ça une petite pause pour assimiler tout ce que je vous raconte. La notion d'index glycémique, qui fait donc référence à la vitesse à laquelle le sucre passe dans le sang, elle est liée à différents facteurs, pas juste à la quantité de sucre. C'est-à-dire, par exemple, on ne va pas comparer une pomme et une banane, on va comparer une pomme, une compote de pommes et un jus de pomme. Ouais. On est d'accord que si tu fais ta compote à partir d'une pomme et que tu ne rajoutes pas de sucre, tu as la même quantité de sucre dans la compote que dans la pomme. Ouais. Si tu presses ta pomme et que tu te fais un jus avec tu fais le jus de ta pomme, tu auras 10-12 grammes de glucides, pareil, okay, dans le jus, dans la compote et dans la pomme. Mais en fait, le sucre qui contient, il ne va pas passer à la même vitesse dans le sang parce que, en fait, l'estomac, c'est un peu comme une passoire. Et imagine que dans la passoire, tu mets une pomme. Et imagine que dans la passoire, tu mets un jus de pomme. Et ben, tu vois bien que le jus va passer beaucoup plus vite au travers des trous de la passoire. Et ben, c'est un petit peu pareil. Un aliment qui va avoir besoin de plus de temps pour être digéré va du coup avoir un index glycémique plus bas parce que le sucre qui est issu de la digestion, il va passer plus progressivement dans le sang. Il est mieux assimilé finalement. Il n'est pas mieux assimilé, il est assimilé plus lentement. Au final, tes 10-12 grammes de sucre, ils passeront dans ton sang. D'accord. Si tu bois un jus de pomme, le sucre, il va arriver d'un coup. Donc, tu vas avoir un pic de sucre, ça va te donner de l'énergie, mais aussi une sécrétion d'insuline qui fait que c'est normal de sécréter de l'insuline quand on mange du sucre, mais l'insuline, c'est une hormone qui donne faim et qui peut créer des hypoglycémies réactionnelles. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même de privilégier des aliments, s'ils sont sucrés, qui soit sont entiers, d'accord, parce que du coup, le temps de digestion, soit avec la peau, par exemple, une pomme de terre avec et sans la peau, bah, tu manges ta pomme de terre avec la peau, les fibres qu'il y a dans la peau, elles vont ralentir le passage du sucre dans le sang.
Donc, au lieu que ton sucre, il monte comme ça dans le sang, eh ben, il va monter plus progressivement et se stabiliser comme ça. Pareil, la cuisson. Une pomme de terre ou des pâtes al dente, eh ben, elles vont être assimilées, le sucre va être assimilé plus lentement que par exemple un risotto ou des pâtes ou du riz très très cuit. D'accord. Ok. Donc, ce qui veut dire, si on revient à notre sujet, que finalement, tu vois que dans un même groupe, par exemple les fécules, qui contiennent tous des sucres lents, et ben, tous les aliments ne se valent pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais aliments. Ça ne veut pas dire qu'il y a des aliments qui font grossir versus des aliments qui ne font pas grossir. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tous le même intérêt nutritionnel. Et ça vaut pour tous les groupes. On descend, on ne va peut-être pas faire toutes les cases, mais par exemple, les lipides, les matières grasses, tu vas avoir, si je te dis lipides, dans quels aliments il y a des matières grasses? Ah bah, moi, je pense au beurre, je pense oui, aux aliments très gras. Un Après, autre? matières grasses, lipides. Les matières grasses auxquelles je peux penser, c'est tous les trucs avec de l'huile, du beurre, les Eh bien pâtisseries. voilà. Alors on prend par exemple ces deux-là, l'huile et le beurre. Sur le plan calorique, énergétique, c'est exactement pareil. Déjà, c'est des matières grasses, parce que ça contient que du gras, pas de sucre, pas de protéines, d'accord? C'est que du gras. C'est calorique pareil, d'accord? 1 gramme de matière grasse égale 9 calories, 10 Mhm. grammes de matière grasse égale 90. Donc une cuillère d'huile, une cuillère de beurre égale 90 calories. Kiff, kiff. Par contre, le gras des aliments gras d'origine végétale, donc l'huile, qui vient de l'olive, du tournesol, de lin, de noisettes, de colza, donc c'est végétal, Mhm. ça contient des bons gras, des acides gras insaturés qui fluidifient le sang et qui sont bons pour les maladies, enfin, qui sont bons contre les maladies cardiovasculaires, qui sont bons pour la santé. Alors que dans le beurre, tu as des matières grasses donc animales, des acides gras saturés, du cholestérol, et ça, quand on en mange trop, le risque, c'est de boucher les artères. Donc, tu vois, aliments aussi caloriques Mhm. qui rentrent dans la même case et qui sont pourtant diamétralement opposés dans leurs intérêts. Ouais. Donc, équilibrer son alimentation en comptant que les calories, c'est pas intéressant parce que tu vois bien que 100 calories d'un aliment, c'est pas pareil que 100 calories d'un autre. 100 calories de bonbons, c'est pas pareil que 100 calories de pommes. Il y a du sucre pareil, mais dans la pomme, tu as de la vitamine C, des fibres, de l'eau. Dans les bonbons, tu n'as que du sucre, ce qu'on appelle des calories vides. Dans D'accord. ta cuillère de beurre, alors il y a plein de bonnes choses aussi, hein, mais il y a des mauvais gras versus dans l'huile, il y a plutôt des bons gras. D'accord. Alors, si on peut résumer tout ça, en gros, c'est dire que chaque produit comporte son nutriment phare, mais aussi tous les nutriments qui font qu'ensemble, ça forme un bon équilibre ou une bonne symbiose entre les aliments. Mais on peut aussi souligner qu'il y a quelques aliments qui sont justement multifacettes et qu'on peut qualifier comme ça parce qu'ils ont plusieurs rôles et peut-être plusieurs nutriments phares. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce Ouais, sujet-là? alors ça, c'est des aliments. Généralement, les patients sont un peu perdus et ne savent pas forcément dans quelle catégorie les classer. Parce que par exemple, les fruits à coque, on va dire, ah ben c'est des fruits, je les considère comme des fruits. Non, les fruits à coque, les graines oléagineuses, donc les fruits, les fruits à coque, c'est les noix, les noisettes, les amandes. Les graines oléagineuses, oléa comme huile, c'est les graines de lin, les graines de courge, etc. Et ça va apporter principalement des matières grasses. Donc pour nous, les graines, les fruits à coque, pareil pour l'avocat, pareil pour les olives, c'est un équivalent matière grasse. Tu vois, le jus de fruits, c'est liquide, mais c'est un équivalent entre guillemets par rapport aux apports du fruit. Quand tu prends un verre de jus, tu ne prends pas un verre d'eau. Tu En gros, prends comment? En gros, c'est le type d'aliment qui peut nous permettre de varier les plaisirs, hein, les textures, en arrivant à avoir différents apports nutritionnels Ouais. qui nous font du bien Mais finalement. j'ai encore des gens qui vont me dire, bah voilà, en dessert, je prends un yaourt, je prends une danette. Ben non, une danette, ce n'est pas un produit laitier dans le sens où ça ne va pas apporter, comme les produits laitiers, du calcium. Donc en fait, quand il y a quelques années, sur la slide d'avant, tu vois, les recommandations, c'était par exemple 2-3 produits laitiers par jour, sous-entendu pour satisfaire les besoins en calcium. OK? Sauf Ouais. que maintenant, on se rend compte, on a élargi parce qu'on a plus de connaissances, mais que du calcium, on en trouve aussi dans d'autres aliments. Donc, quelqu'un qui va avoir du mal à digérer le lait, eh ben, ce n'est pas très grave s'il ne mange pas de lait ou de produits laitiers, mais par contre, il faudra aller chercher le calcium ailleurs. Quelqu'un qui est végétarien, qui ne mange pas de viande, il va devoir aller chercher les protéines ou le faire ailleurs. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'idée,
Manger équilibré, c'est d'aller quand même puiser dans chacun de ces groupes d'aliments et au sein d'un même groupe d'aliments, de varier. Mais d'entendre que pour plein de raisons, qui sont des raisons de santé, qui sont des raisons de goût, qui sont des raisons écologiques, idéologiques, eh ben, on a tout à fait le droit, parce que chacun fait ce qu'il veut, de pas manger tous les aliments. Par contre, il faut apprendre à compenser les carences que ça pourrait induire de ne pas manger tel ou tel aliment. Et ça s'apprend. Hmm. Ah, justement, on en vient au fait, après avoir posé les bases de l'alimentation, des nutriments, etc. Maintenant, on en vient justement au principe d'une alimentation forme et santé. Et tu vas d'abord nous présenter un peu la notion d'équilibre du poids, donc de Pondostera. Alors, ça, c'est intéressant quand effectivement les patients, et j'ai l'impression de le répéter tout le temps sur les réseaux notamment, et, ben, et à chaque fois, je m'excuse de le répéter, mais je pense qu'il faudra le répéter encore et toujours, parce que j'ai toujours la question en consultation de est-ce qu'il y a des aliments qui font grossir? Genre, Vanessa, l'avocat, ça fait grossir, on est d'accord, il ne faut pas en manger si je veux rester mince ou si je veux perdre du poids. L'huile, il ne faut pas en manger, ça fait grossir. Donc, il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou d'aliments qui font maigrir. Ce serait facile, on mangerait que les aliments qui font maigrir et puis voilà, ça serait cool. Mais non, en fait, ce qui fait grossir, l'équilibre du poids, c'est l'équilibre entre les apports d'un côté et les dépenses. Donc entre les besoins en calories, en énergie du corps et les apports énergétiques liés à l'alimentation. Si tu apportes de manière très simplifiée plus d'énergie à ton corps que ce dont il a besoin, tu vas stocker et prendre du poids. Si tu apportes à ton corps moins de calories que ce dont il a besoin, tu as besoin de 2000 calories, tu n'en manges que 1500, il va aller puiser dans tes graisses les 500 qui lui manquent et tu vas perdre du poids. Voilà, ça c'est vraiment la base, de manière très schématique, de l'équilibre du poids. Après, il y a cette notion de qualité des aliments qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que manger 1500 calories de dragibus, c'est pas pareil que manger 1500 calories d'une alimentation équilibrée qui va chercher dans tous les groupes d'aliments qu'on a évoqués tout à l'heure et qui va apporter tout ce dont le corps a besoin. Donc il y a les calories d'un côté, l'énergie, qui est directement liée à l'équilibre du poids, mais aussi cette notion d'équilibre alimentaire. Ok. Et justement, bah, là, on est sur les bases un peu générales et génériques Ouais. de l'équilibre alimentaire. On va voir que c'est adaptable à chacun et à chacune d'entre nous, Alors, malgré quelques bases qui ont été posées, encore une fois, il y a longtemps. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a ces différences-là, comment on observe ces différences et comment on s'adapte justement à chacun Alors souvent, les gens, pareil, ils ont tendance à me demander, ok, d'accord, j'ai compris, j'ai lu sur Insta que voilà, je pouvais, je sais pas, ils cherchent des régimes à droite à gauche, machin, régime à tant de calories, mais ils me disent, mais oui, mais comment je sais en fait de combien de calories mon corps a besoin? Bon, en fait, on n'est pas censé le savoir parce que nous, c'est notre métier, donc on sait le déterminer, mais c'est pas si simple. En fait, il y a des formules, plusieurs d'ailleurs, scientifiques, qui permettent de déterminer ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner au quotidien. Mhm. Euh, et à ce métabolisme de base, parce que le métabolisme de base, c'est sans compter l'activité physique, pas sportive, physique, juste le fait de bouger, là, ok. Quand tu associes le métabolisme de base à l'activité physique, tu obtiens ce qu'on appelle la dépense énergétique journalière. D'accord? Et pour D'accord. calculer donc, ce métabolisme de base et en déduire cette dépense énergétique journalière, la formule, elle prend en considération le sexe, l'âge, la taille, le poids. Théoriquement, les femmes, elles ont une dépense énergétique moins importante que les hommes. C'est comme ça. C'est pas de peau, mais c'est comme ça. Plus on vieillit et moins on dépense d'énergie, moins le corps a besoin d'énergie pour fonctionner à l'âge adulte. Okay. Ensuite, la taille, et ben, plus on est grand et le poids, plus on est lourd et plus le corps va avoir besoin d'énergie pour, encore une fois, pour fonctionner. T'imagines qu'il te faut plus Carburant. d'énergie pour porter une grosse pierre que pour porter une plume. Et ben c'est pareil. Donc, plus tu es lourd, plus tu vas avoir une dépense énergétique importante. Donc, c'est important d'avoir une idée de la dépense énergétique. Et là, effectivement, on a des dépenses énergétiques moyennes, donc entre 1800, 1600, 1800 pour les femmes. Mais pareil, ça dépend de la taille, ça dépend de l'âge. OK ?
Et ça, Ça c'est de dépend. manière générale quand il n'y a pas de problème de métabolisme particulier. Et puis le sport, qui va effectivement, d'une part, augmenter le métabolisme au quotidien, parce que tu vas faire plus d'efforts, donc tu vas brûler des calories. Et le sport qui fait qu'on va développer sa masse musculaire et le muscle demande plus d'énergie que le gras. Donc plus on va être musclé, plus on va brûler de calories au quotidien. Donc quand on me demande l'intérêt de faire du sport, il y a la dépense énergétique de l'activité. Je fais 1 heure de sport, je dépense 500 calories. Bon. Et je me muscle, et plus je vais avoir plus je vais avoir un corps musclé, plus je vais dépenser de calories au quotidien. Donc c'est important de comprendre que soit pour la santé ou soit dans le maintien de la silhouette, il faut pouvoir adapter ses apports en fonction de ce qu'on est, ok, mais aussi dans une perte de poids. On va pas tous, on peut pas mettre en place le même programme pour tout le monde parce que les besoins sont pas les mêmes. Donc, effectivement, concrètement, on n'a pas tous besoin de manger autant. Une petite nana qui fait 1,60 m, eh ben, elle n'a pas les mêmes besoins que son mec qui fait 1,90 m. Mais c'est très théorique, c'est pas pour ça qu'il faut qu'elle mange moins. Oui, et puis ça dépend aussi, comme tu disais tout à l'heure, des apports nutritionnels, de ce qu'elle mange et des Ouais. aliments qu'elle choisit, de l'équilibre finalement qu'elle choisit. On verra comment approcher et s'approcher au maximum de l'équilibre parfait justement pour une bonne alimentation et pour être une alimentation optimale par rapport à nos objectifs, que ce soit de grossir, enfin, de prendre du muscle, de maigrir, quel que soit notre objectif finalement. Ouais. Je voulais savoir justement parmi vous, les auditeurs, si vous avez déjà réalisé un régime alimentaire dans votre vie, dans l'optique de perdre du poids ou de gagner de la masse musculaire. Ça peut être autre chose aussi. N'hésitez pas à répondre dans le chat par oui ou par non. Et on en discutera juste après. Et On est d'accord que le chat, c'est la petite bulle en bas de l'écran. exactement, ouais. Et donc, montre-leur avec la souris là, Bon. qu'en bas, il y a une petite bulle et qu'il suffit d'appuyer dessus pour ouvrir la box. Et n'hésitez pas à participer, on ne vous voit pas, on ne vous connaît pas. Donc, voilà, au contraire, ça peut être intéressant. Ou si vous avez des questions, bien sûr, hein. Ouais, n'hésitez pas même à intervenir à l'oral si vous voulez. Voilà, c'est le moment. Ouais, 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 on est en petit comité, donc profitez-en. Je suis vraiment là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Voilà, Lara enfin, Envie d'interagir, envie voilà, de... agira avec nous si jamais il y a des personnes qui ont des questions spécifiques. Vous posez-les, en tout cas, on répondra à toutes vos questions. Et pour ceux justement qui ont déjà réalisé un régime, est-ce que vous étiez déjà précisément renseigné sur les méthodes de régime ou non? Si je peux donner, moi, mon avis, c'est que, par exemple, j'en ai déjà fait, je me suis déjà fait plusieurs sortes avec plusieurs objectifs, mais les premières fois, jamais je me suis vraiment bien renseigné sur la question. Je crois qu'on avait justement une question, enfin une réponse, en tout cas, il y avait un régime, mais sans suivi professionnel. Voilà, bah, moi, j'étais un peu dans la même situation que Germain. Euh, C'est un et peu justement, dommage. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on lit plein de choses intéressantes maintenant sur Internet, des bouquins. On a accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Maintenant, c'est malheureusement pas personnalisé. Et même moi, même nous, en tant que professionnels de santé, quand on est sur les réseaux, même là, tu vois, on se sent un peu limité parce qu'on donne des conseils qui sont super généraux et qui ne vont pas prendre en considération. Alors, les besoins physiologiques, ça, c'est assez facile de les calculer, hein. Tu es un homme, tu es une femme, voilà, tu peux déterminer ton besoin énergétique. Mais en fait, c'est pas que ça, quoi. Que ce soit pour perdre du poids ou que ce soit pour stabiliser ton poids, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est tes goûts, c'est ton rythme. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, quand on dit qu'il faut prendre un petit déjeuner obligatoirement, bah, pas forcément. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de manger le matin. Qu'il faut manger salé le matin, bah oui, théoriquement, ça peut être effectivement intéressant d'avoir un apport en protéines le matin si on a tendance à avoir faim dans la matinée, mais quelqu'un qui mange des tartines avec du beurre, de la confiture et du jus d'orange et qui est très bien, eh ben, il n'y a pas de raison de changer son petit-déj. Donc en fait, c'est important, je pense, de se poser toutes ces questions-là, ou en tout cas d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous poser les bonnes questions pour vous donner les bons conseils. Parce que le risque, après, c'est de déséquilibrer son alimentation, mais ses sensations aussi. Je prends l'exemple du régime du camp d'il y a quelques années, qui est un peu l'équivalent maintenant du régime keto.
Il y a toujours du pour et du contre, hein, c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais le problème, par exemple, N'est-ce c'est que pas, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est que ces régimes-là? alors, c'est des régimes qui sont censés être des régimes pour perdre du poids, hein. D'accord. Et le concept pour le régime du camp, c'est de manger principalement des aliments qui contiennent des protéines, pas du tout de glucides. Et le régime keto, c'est de favoriser l'apport en lipides. Donc, pas de glucides non plus, peu de protéines. Et donc, en fait, par rapport aux besoins, théoriquement, les besoins, c'est à peu près 50% de glucides, 30 à 35% de lipides et 10-15% de protéines. Ça, c'est pour couvrir les besoins du corps. Là, régime du camp, régime keto, c'est un régime qui est pensé avec une réorganisation des apports. Par exemple, le régime keto, ça peut être jusqu'à 80% de lipides. D'accord. Okay, mais du coup, sur 100%, il ne reste que 20 pour le sucre et les protéines. Mais le problème, c'est que, par exemple, donc, du camp, c'était que des protéines. Donc, concrètement, en termes d'aliments, ça voulait dire de manger de la viande, du poisson, des œufs, du fromage blanc toute la journée. Pas de fruits, pas de féculents. Donc, il y a plein de problèmes à ça. Il y a déjà le fait que trop de protéines, ce n'est pas bon pour l'organisme. Ça peut créer des problèmes rénaux graves parce que le corps est censé filtrer, en fait. Les reins filtrent l'apport en protéines, mais quand il y en a trop, il est dépassé. Donc, déjà ça. Sur le plan comportemental, on mange à volonté, souvent dans ce type de régime. Donc, ça n'apprend pas la satiété. Donc, moi, j'ai rencontré souvent des patients qui me disaient, mais je pouvais manger 10 tranches de jambon, 3 kilos de fromage blanc. Ouais, mais sauf qu'en fait, tu ne peux pas manger comme ça toute ta vie. Donc, quand après, il faut que tu gères un plat de pâtes, toujours l'impression de ne pas avoir assez à manger. Ou tu vas au resto, tu prends un poisson ou une viande, et ton petit truc, il te paraît rikiki parce que tu es habitué à trop manger. Et puis socialement, c'est des régimes où tu ne peux pas aller manger chez tes potes, où tu ne peux pas aller manger au resto parce que tu ne manges pas de tout. Et en fait, c'est dommage parce que je vous promets qu'on n'a pas besoin d'éliminer des aliments pour perdre du poids. Je crois que j'ai 0 patient à qui j'enlève un groupe d'aliments en fait. Et on a tendance à penser que pour perdre du poids, il faut enlever toujours. Il faut enlever les féculents, il faut enlever les matières grasses, alors qu'en fait, c'est qu'une question de dosage. C'est ça. Et donc, on peut avoir cet état de satiété plus rapidement en faisant le meilleur dosage. Par Ouais, exemple, un exemple qu'on peut entendre assez souvent, enfin, je pense, et je trouve que dans la société, on mange beaucoup de produits transformés, notamment à base de céréales comme les pâtes. Toutes les pâtes, c'est vraiment un plat facile à faire. Tout le monde aime ça, tout le monde en fait, etc. C'est pas mauvais pour la santé. Ça peut être une source de déséquilibre si on en mange en trop grosse quantité, comparé par exemple au plat de légumes qu'on peut même en manger en bonne quantité, mais qui apparemment est un aliment qu'il faut manger en vraiment beaucoup plus grosse quantité pour justement avoir cet état de satiété plus rapide et avoir un meilleur équilibre alimentaire. Est-ce que c'est une théorie en justifiée? fait, c'est surtout une question d'objectif. C'est-à-dire que si tu crèves la dalle, ou si tu fais un marathon et que tu manges un plat de carottes râpées, clairement, ça ne va pas suffire. Des gens donc ça veut dire que si tu as faim, il va falloir aller vers des aliments rassasiants. Et Mmh. les féculents, ça n'apporte peut-être pas grand-chose. Donc les pâtes, le quinoa, les pommes de terre. Donc tu vois, les pâtes transformées, mais les pommes de terre, c'est pas transformé, c'est des féculents. Ça n'apporte pas énormément sur le plan nutritionnel, Mhm. notamment pas beaucoup de vitamines, à part des vitamines du groupe B. Donc c'est vrai qu'on pourrait s'en passer un peu, mais, mais ça cale en fait. Donc il y a quand même plein de gens qui te disent, moi si je mange pas de féculents, je crève la dalle. Donc si c'est pour pas manger de pâtes ou pas manger de riz à midi et manger un sneakers à 4 heures, c'est pas forcément très intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux pas se rajouter quelques cuillères à soupe dans une salade de riz, de lentilles, en les choisissant de bonne qualité? Donc, par exemple, en allant chercher dans le groupe des féculents ceux qui vont apporter des protéines ou des fibres pour être calé. Mais encore une fois, ça dépend de l'objectif. Si ton objectif, c'est de ne pas avoir faim, il y a des aliments qu'il va falloir privilégier. Si ton objectif, tu vois, si tu as un coup de mou et que tu as envie de te faire plaisir, si tu manges pareil des bâtonnets de carottes, ça ne va pas te donner le même plaisir que du chocolat. Donc, il vaut mieux se dire, j'ai envie de chocolat, je mange de carottes chocolat, que j'ai envie de manger du chocolat parce que ça me fait plaisir ou que je n'ai pas le moral, je vais manger des carottes. Et puis, au final, tu auras mangé 3 kilos de carottes et tu vas finir quand même par manger du chocolat. Oui, voilà. Bon, tu vois, donc, C'est un peu l'origine des comportements excessifs. Quand on se dit qu'on se prive un peu trop ou quoi, d'un seul coup, on va faire l'inverse.
Et avoir ce Ouais, comportement de on a faim, on a envie de chocolat, on va tout de suite manger du chocolat et en trop grande quantité, alors on sait qu'on va en manger après avoir mangé notre plat de carottes. Pour en donc le revenir un petit peu à déséquilibre, la slide il peut être physiologique dans le sens, je me fais un régime dans lequel je mets que des protéines et que des légumes. Alors oui, les légumes, c'est le plus important. Fibres, vitamines, minéraux, eau. S'il y a un truc qu'il faut manger tous les jours, c'est bien des légumes. Mais ce n'est pas suffisant. Dans les légumes, tu n'as pas de glucides, tu n'as pas de protéines, donc ce n'est pas suffisant. Mais si tu te mets à faire un régime comme ça pour perdre du poids, par exemple, ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas déséquilibrer ton alimentation au niveau physiologique. Donc, tu vas manquer de protéines, manquer de glucides. Donc, ton corps qui va être en manque au bout d'un moment, ton mental ne va pas être suffisant pour gérer. Le corps, il va dire non, mais attends, t'es gentil. Moi, j'ai besoin d'énergie, en fait. Et donc, ça va se matérialisé par des faims, des fringales, des compulsions. Donc ça, c'est s'il y a un déséquilibre physiologique. Et s'il y a un déséquilibre, euh, j'ai envie de dire, comportemental ou émotionnel, parce que tu t'enlèves des aliments que t'aimes, ou que tous les soirs tu manges ton steak haricots verts alors que ta nana ou ton mec il mange des pâtes, bah, tu vas supporter un jour, deux jours, trois jours, une semaine, et puis au bout de 15 jours, tu vas craquer. Justement, oui, et on en vient justement à finir par craquer à cause de ces comportements restrictifs. Est-ce que tu peux me dire dans quelles circonstances on retrouve ces comportements et quels sont les dangers finalement de ces comportements-là quand on veut faire un régime pour perdre du poids, ce qui est peut-être le régime le plus classique, entre guillemets. Ouais, alors après, de toute façon, le régime classique, ça va être le régime pour perdre du poids, mais le régime pour perdre du poids, il y en a plein des régimes pour perdre du poids. Mais comme malheureusement, ces régimes, ils sont souvent déséquilibrés dans le sens où c'est manger trop d'un truc et pas assez d'un autre, bah, au final, soit ton corps en manque, donc il te fait appel à ces trucs, voilà, toi ton cœur, c'est-à-dire qu'en gros, tu es frustré, donc tu finis par avoir envie de ces aliments et donc tu n'arrives pas à te contrôler quand tu te retrouves à avoir une baguette sous le nez, tu reprends le poids que tu as perdu parce que tu craques. Et en plus, ça entraîne aussi, en termes d'estime de soi, ben un mal-être parce que tu te dis mais je suis nulle, j'arrivais à tenir les premiers jours, pourquoi maintenant je craque et je suis pas capable de résister à la baguette de pain ou au chocolat ou au fromage. Mais c'est pas qu'on n'est pas capable en fait, c'est juste que quand tu prives le corps et que le corps il en a besoin, eh ben, il se protège et il t'envoie des signaux de donnement, tu vois. Et j'ai souvent des patients qui viennent me voir en disant, je fais des compulsions, je suis boulimique. Alors, je ne parle pas de vrais problèmes de troubles alimentaires, hein, mais, et je leur fais remplir un carnet alimentaire. Et je leur dis, mais en fait, vous n'êtes pas boulimique, vous mangez rien de la journée pour maigrir. Donc, forcément, en fait, le soir, vous rentrez, vous avez faim, vous avez juste faim. Donc, rééquilibrez votre alimentation, remettez des aliments qui vont vous caler et vous donner du plaisir. Et vous allez voir le soir, vous allez rentrer chez vous, vous serez beaucoup plus détendu et vous mangerez un morceau de pain et vous ne défoncerez pas la baguette. Justement, par rapport à ces régimes-là, est-ce que, enfin, quand on mange, généralement, on se dit qu'il y a trois repas par jour, un petit déjeuner, un dîner, voire un goûter parfois, quand on est plus jeune, mais vite, il passe à la trappe. Est-ce que justement, peut-être la solution pour éviter de se jeter sur la nourriture ou quand on a trop faim, ce serait pas de séparer plus ces repas, d'en faire un peu plus en mangeant un peu moins à des fréquences plus régulières? C'est une idée, mais ça dépend. Dans le sens où il y a des gens qui ont besoin de manger une fois par jour et ça leur va. Il y a des gens qui ont besoin de manger des petites quantités plus régulièrement, bah, pour plein de raisons, soit parce qu'ils ont vite mal au ventre quand ils mangent beaucoup, soit ils n'ont pas le temps. Mais après, c'est pareil, c'est une question de rythme. Si moi, je vais voir une diététicienne et qu'elle me dit il faut manger deux collations entre le petit déjeuner, le déjeuner et deux collations, j'ai envie de dire oui, mais moi je consulte toute la journée, je les prends comment en fait mes collations? T'es chirurgien cardiaque, tu les prends comment tes collations? Donc c'est aussi important d'entendre que trouver son rythme et trouver son équilibre, c'est aussi trouver un rythme qui correspond à sa vie en fait. Donc oui, c'est intéressant de fractionner le repas parce que ça permet de répartir les apports. Donc au lieu d'avoir un grand shoot de sucre ou de trucs, bah, toutes les 2 heures, tu fais un petit apport. Donc c'est vrai que dans certains cas, c'est intéressant, mais ce n'est pas toujours évident à mettre en place dans la pratique. Et puis il y a des gens qui vont te dire, ah oui, mais moi je préfère pas commencer parce que sinon j'arrive pas à m'arrêter. Oui. Donc des fois, il vaut mieux faire un repas peut-être un petit peu plus riche. Et puis c'est pareil, c'est aussi une question de contexte. Quelqu'un qui va me dire à la cantine, il n'y a rien, ou alors le midi, je suis dans un bureau et il n'y a rien autour.
et ben, ça peut être intéressant de prendre un petit déjeuner vraiment copieux pour justement pouvoir se limiter de pas grand-chose à midi. Quelqu'un qui est en télétravail, il est à la maison, il peut faire ce qu'il veut à midi, il n'est peut-être pas obligé de manger plus le matin. Il n'y a pas de règle en fait. Voilà, il faut s'écouter et trouver son équilibre avec les Exactement. aliments de chaque catégorie. Le tout est de se renseigner sur les différentes catégories, les apports qu'on nous apportait, enfin les apports qu'on nous apporte, les apports de chaque Se aliment. poser déjà la question de ce dont on a besoin ou des problèmes qui se posent. Est-ce que je veux perdre du poids? Ou est-ce que je veux trouver une alimentation qui me permette de garder mon poids? Ok. Qu'est-ce qui m'empêche, a priori, de manger, de perdre du poids? Est-ce que j'ai l'impression de manger trop? Est-ce que j'ai l'impression de manger trop souvent? Donc, faire comme ça des constats sur ce qui potentiellement ne va pas. Et puis, quels sont les problèmes qui se posent? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir tout le temps faim? Est-ce que j'ai l'impression d'être trop gourmande? Est-ce que j'ai l'impression de... Et ensuite, on trouve les solutions adaptées aux problèmes qui se posent. Avant de conclure cette Mm. masterclass et de passer aux questions, justement, s'il y avait des choses à retenir sur comment trouver son meilleur équilibre alimentaire, ce pourquoi on est là finalement ce soir, quelles seraient-elles? Alors, ce que j'ai récapitulé là, c'est-à-dire effectivement entendre qu'il y a différentes familles d'aliments qui apportent des nutriments différents et que avoir une alimentation équilibrée, c'est d'aller piocher dans toutes les familles d'aliments, pas forcément au cours d'un même repas, hein, au cours de la journée, au cours de la semaine, l'équilibre, il se fait de manière générale. Après, oui, un repas équilibré, c'est bien s'il y a des légumes, éventuellement un peu de féculents, une source de protéines, et au sein d'un même groupe d'aliments variés, pour varier ce que ça va vous apporter comme bienfait, pour pouvoir apporter donc à votre organisme ce dont il a besoin. Donc les nutriments, les protéines, les lipides, les glucides, les micronutriments, les vitamines, les minéraux, et puis le plaisir de la variété, de la convivialité, c'est important. Donc prendre le temps de manger, c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de favoriser la digestion. Ça permet de prendre conscience qu'on a mangé et de ne pas aller au-delà de ses besoins. Ne pas sauter de repas, ça ne veut pas dire ne pas prendre de petit-déj si on n'a pas besoin de manger, mais ça veut dire ne pas habituer son corps au manque, parce que sinon on craque ou alors on stocke dans un second temps. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps et qu'on ne peut pas tout aborder, mais effectivement d'aller consommer les aliments les plus bruts possibles. En vrai, si tu as une alimentation équilibrée, tu n'as pas besoin d'avoir un frigo rempli, en fait. Parce qu'on se rend compte que dans le frigo, si on a trop de choses, c'est qu'on a des choses qui sont ultra transformées. Parce que des pâtes, du riz, des légumes secs, des fruits, des légumes, tout ça, ça se conserve pas au frigo finalement. Tu vois. Ouais. Euh, donc les plus bruts, ça veut dire ouais, d'éviter les plats préparés, mais des fois ça dépanne, hein, d'essayer de faire le plus possible maison. Et puis oui, les végétaux, d'avoir une alimentation plus végétale pour les vitamines et puis plus végétale pour la planète. Ça aussi, on n'en a pas parlé, c'est super important. Ça, c'est On à prendre abordera tous en ces sujets considération. certainement à l'occasion d'autres masterclass. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez des requêtes pour les prochains sujets à traiter, qu'on pourrait éventuellement traiter avec Vanessa dans l'avenir, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la nutrition, sur notre alimentation aujourd'hui, sur l'évolution des mœurs à ce niveau-là et des équilibres alimentaires, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, on traitait de façon assez globale de ce qu'est un équilibre alimentaire et comment trouver son équilibre. On pourra justement après plus se focaliser sur un sujet ou sur un autre sujet, ou justement parler de l'impact de nos repas et de notre nourriture aussi sur l'environnement. Ça peut être un sujet intéressant. En tout cas, merci beaucoup Vanessa de nous avoir présenté cette masterclass aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous en faire part dans les commentaires en discutant dans la bulle en dessous. On sera quand même disponible ensuite sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou quoi. Sachez que cette masterclass sera disponible en replay sur YouTube, sur le YouTube Urban Sports Club France et également sur notre plateforme VOD pour ceux qui seraient membres ou qui seraient tentés de prendre l'essai gratuit. Vous pouvez aussi avoir accès à toute cette partie en ligne, donc avec des cours en ligne et en VOD. Et vous pourrez retrouver la masterclass de Vanessa ce soir. En tout cas, merci beaucoup Vanessa. C'est le mot de la fin.
Cette notion d'équilibre, elle est fondamentale au niveau alimentaire et de manière générale. Je ne sais pas qui nous regarde et je ne sais pas quel âge ont les gens qui nous regardent, mais je pense que ça peut être un bel objectif de vie d'apprendre à s'écouter pour réussir à mettre en place au quotidien une routine de vie. Ça passe par l'alimentation, ça passe par l'activité physique, ça passe par le bien-être au quotidien, d'essayer de déterminer ce dont notre corps a besoin pour mettre en place tout ce qui va faire qu'on se sent bien dans son corps, qu'on se sent bien dans sa tête. C'est important. Et puis voilà, peut-être ne pas hésiter quand même à consulter quand on a des questions et pas se lancer tout seul dans des régimes farfelus. Parce que s'il y a un truc à retenir, c'est que vraiment, c'est très individuel cette notion de besoin. Et que trouver sa routine, ça revient vraiment à se poser des questions sur soi et à tous les moments de la vie parce que les besoins évoluent aussi au cours de la vie. Merci. On a Germain qui avait une question pour toi, Vanessa, sur les vitamines. Il dit qu'il consomme très peu de viande. Il demande si on peut être en manque à un moment donné, à quel moment. Et aussi, il a une alimentation qui lui convient, mais il a toujours ce doute par rapport à son alimentation et ces carences que peuvent entraîner peut-être ce manque de viande. Est-ce qu'il y a un moyen de contrer ça, de substituer à ce manque de viande? Il y a très peu de risques de carence quand on manque de viande, quand on est donc végétarien. C'est beaucoup plus compliqué d'équilibrer son alimentation quand on est végétalien, vegan, et quand on ne mange pas de viande, mais pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers. Quand on ne mange pas de viande, ce qu'apporte principalement la viande, c'est les protéines. Les protéines, on peut les trouver dans le poisson, on peut les trouver dans les œufs, on peut les trouver dans les produits laitiers, et on peut les trouver dans certains aliments d'origine végétale, comme le quinoa, les céréales complètes, donc plutôt le riz complet, les pâtes complètes, que les pâtes blanches ou le riz blanc, dans le tofu, le soja, etc. Donc, il n'y a pas du tout de risque de manque, de carence de protéines quand on ne mange pas de viande. Les vitamines, il y a très peu de vitamines dans la viande. Ce qui est important, c'est le fer. Donc, quand on ne mange pas de viande, on peut éventuellement risquer de manquer de fer. Mais les hommes ont des besoins en fer qui sont beaucoup moins importants que les femmes parce qu'en fait, il y a du fer dans le sang. Donc, les femmes, qui ont leurs règles tous les mois, perdent du sang. Donc, elles sont plus à risque de manquer de fer. Donc, si vous me regardez, que vous êtes une femme et que vous ne mangez pas de viande, il faut effectivement, il a complété sa question, il faut effectivement vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de carence en fer. Mais le fer, il y en a dans d'autres aliments, dans les légumes secs, dans le cacao, mais quand même relativement peu. Mais encore une fois, ça c'est un problème plutôt quand on ne mange pas du tout d'aliments d'origine animale. Et la B12, c'est pareil. La B12, vous en trouvez dans le poisson, vous en trouvez dans les œufs, vous en trouvez dans les produits laitiers. Donc B12 et fer, le risque, c'est quand on est vegan ou quand on est végétalien. C'est pareil, quand on est vegan, il faut se complémenter absolument en B12. C'est une vitamine qu'il n'y a que dans les aliments d'origine animale et il faut régulièrement vérifier s'il n'y a pas de carence en fer et se complémenter si c'est le cas. Mais végétarien, aucun risque. Ça pourrait être le sujet d'une de nos prochaines masterclass, justement, les régimes végétariens, végétaliens, qui se développent de plus en plus, que ce soit en restauration ou même dans nos plats à la maison au quotidien. Merci beaucoup, Vanessa. Avec grand plaisir. N'hésitez pas sur nos comptes Urban et moi, Vanessa, nutritionniste, à venir poser des questions si a posteriori vous en avez.